Bienvenue dans Hypnomorphose, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons de tes maux pour te transformer grâce à l'hypnose. Alors installe-toi confortablement parce que tu es sur le point de débuter une aventure incroyable. Ce podcast, c'est notre rendez-vous pour les femmes qui ont peut-être l'impression de tourner en rond, de se heurter à des murs invisibles qui parfois empêchent d'avancer. Alors tu sais, ces maux, ces blocages, ces émotions encombrantes, ils ont tous une source, une histoire à raconter. Alors si je te disais que l'hypnose peut être la clé pour déverrouiller ces mystères, eh bien ensemble on va plonger dans le cœur de tes émotions, comprendre ce que ton corps essaie de te dire et transformer ces découvertes en force. Alors prête pour cette aventure ? Respire profondément et laissons ensemble la magie opérer. Bonjour à tous pour ce nouvel épisode et aujourd'hui je ne suis pas seule, j'ai l'honneur d'accueillir Sandy Kaufmann, bonjour. Bonjour Anaïs, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors Sandy, je vais prendre un petit instant pour te présenter et après, tu vas nous donner ton œil d'expert. Alors Sandy, tu es coach de vie certifié et thérapeute psychocorporel spécialisé dans les relations amoureuses et auteur du podcast S'ouvrir à l'amour. Ton accompagnement s'appuie sur les principes de la théorie polyvagale qui dit que notre système nerveux autonome détermine notre capacité de relationner ou pas avec les autres en fonction de nos expériences passées. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que moi là, j'ai sorti la phrase et je serais incapable de t'expliquer. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste exactement ton travail, s'il te plaît? En gros, que c'est ton corps qui détermine ta facilité à relationner ou pas, et pas D'accord. forcément que ta tête. Si je simplifie vraiment à l'externe. D'accord. Et ça consiste en quoi alors? Comment tu pratiques? Alors, ça part du principe que finalement, dans tes 7 premières années de vie, principalement, en fait, tu te crées une base de données de qu'est-ce que c'est qu'une relation sécure d'une relation insécure. Et cette base de données, comme être en relation en fait avec les gens, c'est quelque chose qui est impératif à notre survie. Tu vas pas le sauver seulement dans ton cortex préfrontal, tu vas le sauver dans ce système de survie qui est ton système nerveux autonome. Jusque-là, tout va bien parce que ton système de survie, il a pour rôle de te sauver au cas où tu te retrouves face à quelqu'un de méchant ou face à un ours des bois qui apparaît devant toi. Le problème, il arrive, c'est quand tu as eu des expériences passées qui ont dérégulé ce système de survie et qui te font peut-être avoir peur avant qu'il y ait vraiment une raison d'avoir peur. Ça, c'était moi, mon cas typique. Ou bien qui peuvent te faire apparenter que une relation par soi, en soi, c'est de l'insécurité. Et quand tu as ça enregistré dans ton système nerveux autonome, des fois tu peux avoir cette sensation d'avoir un peu ce combat intérieur où ta tête veut être en relation, tu sais que tu devrais pas réagir comme ça dans certains cas de figure en relation, mais tu as l'impression que c'est plus fort que toi, qu'il y a cet automatisme en toi. Et le pire dans tout ça, c'est que ça peut aussi te faire être attiré par ce que tu cherches à éviter de répéter le plus. Waouh, c'est génial parce que tu vois, en t'écoutant, je me dis c'est hyper complémentaire avec l'hypnose. On peut vraiment coupler parce que on en parlera après de l'hypnose, mais bon, j'en parle pas trop, on en parlera après. Comment t'en es arrivé là du coup? Parce que c'est quand même une technique un peu particulière. Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision-là? Alors, simplement parce que j'ai galéré en amour pendant plus de 7 ans. C'est Et puis souvent ça, hein. encore maintenant, on commence à entendre, tu vois, parler de la théorie polyvagale, du nerf vague, du système nerveux. Mais on va dire que donc j'ai 45 ans cette année. Il y a 20 ans, j'étais un peu luluberlu, c'est-à-dire que je voyais bien que je répétais le même schéma. Donc moi, j'avais un schéma super sympa, les hommes me quittaient pour une autre femme. Alors la première fois à 20 ans, je me suis pas vraiment posé de questions. Je me suis dit bon, il y en a un autre qui va arriver, pas de problème. Mais quand j'ai commencé à voir que ça se répétait, en fait, la dose d'insécurité en moi déjà augmentait. Je voyais vraiment des réactions physiques super fortes. Cette boule au ventre, j'avais l'impression de pas avoir de plancher sous mes pieds des fois. Enfin, c'était vraiment physiquement, je sentais l'émotion.
Et je me suis dit: «Mais c'est pas possible, j'essaie de changer mes comportements, de changer ma communication, d'être, plus stricte dans le choix de mes partenaires, d'être moins stricte, d'être plus cool», et ça changeait pas. Et pour moi, en fait, les réactions de mon corps étaient trop fortes et bon, il y avait une raison, il y avait quand même pas mal de trauma, dedans, que automatiquement, je me suis plus tournée, vers des approches par le corps. Et ce qui, moi, en fait, m'a permis de changer, ma vie amoureuse, et honnêtement, je ne pense pas que je serais mariée maintenant et avec un enfant maintenant si j'avais pas fait ça. C'est quand, je suis allée travailler dans le corps tous ces schémas amoureux que je répétais, et c'était, vraiment ce sentiment d'une libération, en fait. Ouais, vraiment cette libération. Et donc, du coup, quand tu as été travailler à ça, tu t'es dit: «Je peux aider de nombreuses femmes à et hommes peut-être, je sais pas, à sortir de cette situation-là?» Pas du tout. En fait, quand j'ai fait ça, c'était tellement incroyable les résultats que le thérapeute, j'ai eu la chance en fait d'avoir le fondateur de la méthode en tant que thérapeute. C'est pas souvent que ça arrive. Et il me dit: «Ah bah Sandy, je fais une formation. Est-ce que ça t'intéresse?» Je fais: «Bah oui», et puis je l'ai fait vraiment pour moi en fait. C'est seulement il y a 4 ans où j'ai appris d'autres choses. Je me suis aussi formée au coaching, et cetera. C'est seulement il y a 4 ans où j'ai eu envie, de d'aider d'autres personnes, en fait, qui avaient besoin de se faire accompagner, et j'étais pas forcément décidée, si tu veux, pour les relations amoureuses. Mmh. C'est un peu les problématiques amoureuses qui sont venues à moi. Et puis c'est rigolo parce qu'en fait, je, je pense qu'en tant que thérapeute, tu vois, ce que tu as transformé le plus, bah, tu as plein d'outils en fait. Ça veut pas dire que c'est la même solution pour tout le monde, mais je pense que toi, ça te parle aussi. Mais bah, j'ai tellement appris de choses sur ce domaine-là que, en fait, le jour où je me suis dit, bon, bah, ok, je vais m'appeler un love coach, qu'il y a plein de choses qui sont sorties de moi super naturellement en fait. Comme si ça y est, tu étais à ta place, quoi. Tu avais besoin de vivre toutes ces expériences-là, tu avais besoin de te former pour être la personne que tu es, là aujourd'hui depuis 4 ans qui s'est formée et qui accompagne, quoi. Ouais, mais je pense que Alors c'est le chemin de beaucoup de thérapeutes. oui, oui, mais c'est vrai, je me suis beaucoup reconnue, hein, c'est vrai que alors j'ai cette croyance-là que quand on devient thérapeute, selon le sujet, qu'on décide ou qui vient à nous, il y a pas de hasard par rapport à ça. C'est aussi, soit pour finir de soigner une partie de nous, soit parce que, bah, justement, on a tellement été touché par cette cause qu'on a envie, d'aller plus loin et d'aller, voilà, c'est je dis toujours cet effet colibri, en fait, aller, donner notre part à nous, pour aider les personnes autour de nous à aller mieux. Alors moi, j'aimerais avoir ton avis. Comment tu définirais, l'amour dans le contexte d'une relation amoureuse moderne? Ouh, grosse C'est une question. sacrée question, hein? Alors je vais dire un mot qui va enlever le romantisme et l'étincelle, mais ça empêche pas de l'avoir aussi en plus. Je dirais que c'est un choix conscient. Parce que, bah, dans notre société actuelle, déjà, on n'est pas obligé d'être en relation. C'est bien de le Il y a rappeler. des multiformes possibles de relations. Il y a, des multi-choix possibles de partenaires. On peut, plus facilement, rencontrer quelqu'un à l'autre bout de la planète, d'une autre, classe sociale, ce qui était peut-être il y a, 50, 100 ans, moins possible, et en fait, tout ce choix-là, ça oblige, et c'est le point positif, aux gens de se dire: «Beh, qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que c'est pour moi une relation?» Et tu prends, un échantillon de 100 personnes, c'est intéressant de voir qu'il va y avoir vraiment presque 100 formes ou beaucoup de groupes différents. Et c'est cette phase de choix qui demande un petit peu plus de travail au préalable de la personne, de se poser les bonnes questions, de se dire: «OK, moi, c'est quelles sont, par exemple, les valeurs les plus importantes pour moi? Dans quelle forme de relation je me sens?» Peut-être d'aller aussi explorer ces choix, d'aller dans les extrêmes des choix pour arriver à être déjà au clair avec soi-même
Et C'est pas une ça chose va évidente. faciliter, ah oui, je dis pas que c'est une étape facile, mais Souvent, on c'est passe à l'inverse. ouais, voilà. En fait, c'est si tu veux, ça beaucoup de gens pensent que quand on rencontre la bonne personne, ça va se clarifier et c'est souvent une erreur. C'est de se dire: «OK, moi, qu'est-ce que je recherche? Avec qui je me sens compatible? Qu'est-ce qui est prioritaire pour moi? Qu'est-ce qui est moins prioritaire? Quelle est ma marge de manœuvre?» et puis voir si l'autre passe naturellement, sans avoir cette télécommande à changer l'autre, n'est-ce pas? Qu'on a toutes, et tous dans notre poche quelque part, C'est important de le qui souligner. fait que, quelques années plus tard, ben, on se dit: «Mais pourquoi tu es comme tu es? Je voudrais que tu changes». Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est un beau point de vue, un bon point de vue qui demande d'ailleurs à réfléchir et voir les choses autrement. Et d'ailleurs, moi ça me semblait important de te poser la question et on a vu ensemble qu'on allait décomposer cette question en 2 parce qu'il y a la le côté où on est célibataire, mais aussi le côté où on est en couple. Quand on est célibataire, c'est quoi les principaux obstacles, auxquels on peut faire face aujourd'hui et comment on peut les surmonter? Alors, quand on est célibataire, si on a l'impression d'avoir des scénarios et de toujours tomber sur finalement, des relations qui durent pas ou alors du célibat de longue durée ou alors, on commence des relations mais avec des personnes, indisponibles. Ça, c'est la première puce à l'oreille de dire: «Ouh, peut-être que finalement la relation inconsciemment nous fait un peu trop peur pour que ça marche». Et c'est là où un travail sur le passé est extrêmement important parce que sinon on peut se casser la tête contre un mur à se dire: «Mais pourquoi ça marche pas?» Donc ça, c'est vraiment, je dirais, la première chose en tant que célibataire. Après, en tant que célibataire, c'est justement, hem, être au clair avec ce qu'on cherche. Encore une fois, une question de choix et aussi le phénomène de: «Est-ce que l'herbe ne serait pas plus verte ailleurs?» C'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un et puis les applis de rencontres, en fait, offrent tellement de choix qu'on se dit: «Ah, je rencontre, produit numéro un, mais est-ce que le produit numéro 2 serait mieux?» Et c'est là où, c'est important d'avoir vraiment une vue au clair et de pas avoir cet appât de: «OK, l'herbe peut être mieux si j'essaye encore», parce que c'est pas dans la multiplication des rencontres, en fait, qu'on fait la rencontre, c'est dans l'approfondissement de la relation qu'on rencontre la bonne personne. C'est beau comme phrase. C'est beau comme Je phrase l'ai et senti c'est comme ça. ouais, mais totalement vrai, en fait. C'est que, parfois, on cherche à travers, plusieurs relations alors que on se donne pas la chance d'aller plus loin en se disant: «Non, mais il y a ci, non, mais il y a ça» et ça, c'est une forme aussi d'auto-sabotage et en effet, tu l'as très bien dit, il est essentiel dans ces moments-là d'aller voir dans le passé justement ce qui s'est passé pour pouvoir comprendre, notre agissement et surtout avoir un présent et un futur beaucoup plus sain, beaucoup plus libre. Et donc là, on a parlé des célibataires, mais et aussi quand on est en couple, hein, il existe plein de problèmes. C'est quoi les principaux obstacles? Alors, le premier, je vais l'appeler, Instagram versus réalité. C'est, ce qu'on pense en fait que le couple doit être. Et les réseaux sociaux et moi je suis, des fois je fais une crise à mon mari quand je sors des réseaux sociaux, puis je me dis: «Mais en fait, c'est parce que j'ai été bombardée d'images irréalistes du couple». Donc remets l'église au milieu du village, Sandy. Mmh. C'est ça, c'est en fait que, hem, entre, les films, les réseaux sociaux, on a une image qui est un peu faussée de qu'est-ce que c'est un couple, qu'est-ce que c'est un couple uni et bah, ça crée en fait des attentes, ça crée des projections. Ça peut être sur, le rôle du partenaire, qu'est-ce qu'un partenaire doit combler dans notre relation? Ça peut être qu'est-ce qu'un couple heureux doit faire pour qu'on puisse, le mettre l'étiquette couple heureux? Ça peut être, à quoi doit ressembler mon partenaire, après, 3 enfants, 50 ans passés et un changement hormonal, toujours les abdos, ou pour la femme, toujours parfaite et on dirait pas, mais c'est comme si on reçoit de manière subliminale que, ben, en fait, ton couple lambda et simple, ça va pas.
Tu sais, ça me fait penser à cette période, à Noël où, généralement on voit, hein, le pic, moi je le vois en consultation, le pic de personnes qui viennent me voir parce que ça va pas dans leur couple, parce qu'en fait on est bombardé de films de Noël, à l'eau de rose où tout se passe bien. Alors ça fait du bien au moral, hein, on est d'accord, mais quand on revient dans sa réalité et bah, parfois, le delta en fait entre la personne que l'on a dans notre vie et celle qu'on a vue à la télé est tellement important que ça crée parfois des micro-déprimes ou voire même des crises de couple, hein, Tout à fait d'accord, oui. ou même des remises en question. Là, ce mois-ci, j'ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, d'amour de soi, de dépendance affective, et cetera. Est-ce que toi, tu as ton un avis, en tout cas, sur l'importance de l'amour de soi, pour, construire une relation saine? Alors je vois 2 effets qui se coulent. C'est-à-dire que il y a typiquement la personne, l'homme ou la femme qui a une bonne relation envers soi-même, qui s'aime bien et qui, malgré cela, n'arrive pas à avoir une bonne relation avec un partenaire ou une relation épanouissante ou durable. Donc l'amour de soi, pour moi, c'est pas une condition sine qua non pour arriver à être en relation. C'est-à-dire que on peut arriver à être en relation si on a un attachement relativement sécurisé et on ose se permettre de pas totalement s'aimer, mais de se trouver suffisamment capable d'être en relation. Et en même temps, l'amour de soi, ça définit et ça crée une base solide pour une relation. Dans le sens où, en effet, si, tu as souffert de manque affectif dans ton enfance et que tu as l'impression que ton vase d'amour de soi, il est toujours, vide, eh bien, quand tu vas rentrer en relation avec quelqu'un, c'est comme si tu arrives un peu endetté et puis que tu arrives vers ton nouveau chéri, tu lui dis: «Bon, libère-moi de ma dette». Ça crée déjà un décalage dans la relation et aussi, ça peut faire une difficulté, en fait, à donner cette flexibilité dans la relation. C'est-à-dire que si, tu as l'impression que, à chaque fois que quelqu'un ou ton partenaire agit pas exactement comme tu aimerais, bah, d'un seul coup, ça remet en cause ta capacité à être aimé, ta capacité à être en couple. En fait, ça crée énormément de tensions dans la relation. Ça fait que tu paniques dès que tu vois qu'il fronce le sourcil un peu plus souvent qu'avant. Euh, et donc du coup, ça apporte beaucoup d'instabilité dans la relation. Et je trouve aussi ce que l'amour de soi apporte, et ça j'en parle dans un épisode du podcast, c'est aussi ça te permet d'être beaucoup plus tolérant vis-à-vis de ton partenaire. Parce que quand tu t'aimes, bah, tu t'aimes dans ta partie, je sais pas, soleil, mais aussi ta partie d'ombre. Et donc, c'est plus facile d'accepter la partie d'ombre de l'autre parce que tu sais que tu es un package, en fait. C'est fou parce que, c'est là où on voit que l'amour de soi, en effet, c'est un travail personnel, mais qui reflète aussi sur, les relations. Alors là, on parle de couple, hein, mais, ça révèle avec toutes les relations, autour et on voit quand même l'importance de s'aimer ça, mais ce n'est pas un blocage pour se mettre en couple ou pour avoir, un couple heureux, selon, n'importe quelle définition d'ailleurs. Et d'après toi, est-ce que les couples, enfin les relations amoureuses, ça a évolué, au cours, des dernières années, voire même des décennies? Oui, alors, sur l'aspect des attentes, de ce que le couple doit, remplir comme mission, si tu veux, il y a 50, 100 ans, le couple, c'était uniquement pour des raisons, financières et de reproduction, finalement. Mmh. Donc on acceptait la contrainte et puis on faisait au mieux de cette contrainte et là, on est vraiment dans une situation inverse. Comme on a le choix, on n'est pas obligé de rester et donc il y a toujours ce Instagram versus réalité que j'ai dit tout à l'heure et aussi ce manque peut-être de tolérance ou de persévérance, dans le sens où on se dit: «Bon, bah, OK, je vais vraiment, essayer, on a une difficulté dans le couple, est-ce qu'on doit se séparer?»
Et Est-ce que souvent, en pour toi, il fait, se pose trop vite la question justement, de est-ce qu'on doit se séparer? Parce qu'on entend ouais. souvent, hein, d'ailleurs, alors moi j'aime à tort, j'aime lire les commentaires parfois de certaines personnes, sur certains articles et cetera et je vois souvent, «Aujourd'hui c'est du jetable, avant on restait, toute notre vie avec le même partenaire et cetera. Maintenant, on est devenu dans une société de consommation». Il y a des fois j'ai envie de dire: «Bah oui, c'est vrai à l'époque on restait ensemble», mais d'un côté, bah ouais, mais des femmes restaient dans leur, vie, mais par contrainte. Mmh. Donc Alors, tout à fait. Moi, je pense que, j'ai pas encore la réponse si, l'amour peut durer toute une vie. Moi, je dis toujours pour une phase de vie et aussi, de se donner le droit de dire quand la relation ne m'épanouit pas, de mettre un stop, en fait. Mais il y a toujours un équilibre entre je mets fin à une relation qui n'a plus de raison d'être parce que on a évolué dans des directions différentes, on n'a plus les mêmes envies dans le couple, et cetera. Ça, c'est, je pense, des fins qui sont plutôt au contraire saines. Et dès que ça va pas, je jette l'éponge et puis je pense que la prochaine relation, ça sera meilleur. Parce que souvent, en fait, les crises qui arrivent dans un couple, on va dire plutôt de longue durée et engagé, ce sont des vieilles petites blessures du passé, de la petite fille et du petit garçon qui se réveillent. Et donc, c'est une illusion de penser que la prochaine personne, ça marchera mieux. Parce que tant qu'on passe pas par ce cap de travailler sur cette blessure-là, eh bien, on va, même si on change de partenaire, on se retrouvera exactement au même stade avec le partenaire suivant. Donc ça vaut exactement. la peine C'est là de où en faire fait ce petit arrivent, travail. nos pratiques quoi, parce que, toi comme moi, c'est là où justement on va accompagner, la personne dans son chemin pour, soit éclairer en disant: «Bah oui, c'est vrai», alors nous on donnera pas la réponse ni quoi que ce soit, mais on va mettre en lumière, certains désaccords en soi et puis surtout remonter dans le passé comme tu dis, d'aller voir la petite fille ou le petit garçon, qui est blessé et qui a jamais été écouté, jamais entendu quoi. Et tu connais l'hypnose? Oui, je connais, oui. Tu en as déjà Alors fait à titre personnel ou? oui, alors j'ai découvert l'hypnose, au moment où je suis tombée, enceinte de mon fils, D'accord. en suivant des cours de hypnobirthing, donc de préparation à l'accouchement avec l'hypnose. Et franchement, c'était génial parce que, en fait, c'est ton mari qui est dans la salle d'accouchement avec toi et qui te t'induit, en fait, en hypnose et c'est incroyable, comment tu peux, comment je pourrais dire? Bien vivre les contractions. Ouais, oui. Et je trouve qu'en termes de couple, c'est super parce que tu fais vraiment équipe. Pour mon mari, lui, il était content parce qu'il avait l'impression qu'il était utile à quelque chose, tu vois, en m'aidant. Et moi, je dois dire que c'était vraiment un soulagement, pour, vivre, ces moments de contraction. Donc, oui et puis, j'ai aussi utilisé l'hypnose, quand j'ai commencé à faire des conférences Mmh. parce que la peur de parler en public, c'est quand même, c'était là chez Impressionnant. moi et j'ai une amie qui est hypnothérapeute et qui m'a fait, je sais pas si tu connais, c'est où tu vois les gens comme dans un comics, Ouais. tu sais, avec ce noir-blanc et je dois dire que ça m'a bien aidée, ouais. Ça a vraiment, relâché, la petite, peur que j'avais et du coup, bah, j'ai fait une petite formation, de base et je l'utilise, dans mon travail principalement pour aider les gens dans leurs ressources. Donc les méditations que je fais sont un peu sur cette base-là. D'accord. Génial. Donc là, tu vois vraiment les effets entre, ton travail, l'hypnose et toutes ces petites choses que tu ajoutes au fur et à mesure, de tes connaissances. Alors pour rappel, il existe plusieurs types d'hypnose. L'hypnose de spectacle, hein, où on va faire, danser la poule, ou voilà, faire des petites choses qu'on n'a pas forcément envie de faire et il y a l'hypnothérapie où là, vraiment, on va chercher, à débloquer, débloquer un blocage ou en tout cas, voilà, passer au-delà de ça en allant chercher, dans le passé. Alors il y a encore plein de petites catégories, d'hypnose. Il y a l'hypnoseéricksonienne où là, en gros, vous avez un problème: «Bonjour, je vous enlève le problème, merci, au revoir».
Et il y a l'hypnose que j'utilise qui s'appelle l'hypnose sagesse, où en fait, à travers des histoires métaphoriques, où je vais raconter des histoires pour occuper le conscient, pour parler à l'inconscient, et ben je vais venir enlever le problème et puis je vais bien nettoyer derrière pour pas qu'il y ait autre chose qui vienne se mettre à la place. Notamment là, dans le cas d'amour de soi, de dépendance affective, etc. Des fois, on va chercher l'origine de cette dépendance affective, on va chercher justement ce petit garçon ou cette petite fille que la personne a été pour savoir qu'est-ce que son inconscient a mal associé à quelle époque pour qu'elle puisse s'en libérer et vraiment, tu l'as dit en tout début d'interview, sentir cette libération. Donc vraiment, pour moi, c'est un outil puissant et essentiel pour aider toute personne qui rencontre un blocage et qui souhaite, en tout cas s'en débarrasser ou parfois qui n'en a pas encore conscience, mais sous couvert de tel problème va ouvrir un petit peu les pots cassés et aller régler en douceur des problématiques qui sont ancrées soit dans l'enfance, mais aussi tout ce qui est transgénérationnel. On arrive déjà à la fin de cette interview et moi j'ai une question phare que j'adore poser et aux personnes qui viennent témoigner et qui ont fait de l'hypnose, mais aussi à nos experts. Qu'est-ce que tu dirais à la petite fille que tu as été? Je lui dirais que c'est pas parce qu'on a un début de vie difficile que, tu peux pas vivre la vie de tes rêves. Waouh! On va terminer là-dessus. C'est vraiment joli parce que cette phrase, je vais la mettre en grand, là, à travers avec ton nom. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu peux indiquer aux personnes qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut aller voir, tes ressources? Oui, alors, j'ai le podcast «S'ouvrir à l'amour» comme tu as dit et sinon j'ai mon site internet, c'est Sandy Kaufman, donc SANDY-KAUFMA2N à vos souhaits, .ch et je suis, sur Instagram, YouTube, enfin les réseaux Les habituels. réseaux sociaux. Je mettrai tout en description de ce podcast-là, pour que les personnes puissent te retrouver. Merci encore à toi Sandy, j'étais vraiment ravie, de partager ce moment avec toi. J'aurais pu, je crois, continuer encore des heures, mais bon, le podcast durait vraiment trop longtemps et j'espère un jour avoir l'occasion de se retrouver, ici dans ce podcast. Je te souhaite une très belle journée Sandy et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup.